Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au menu de ce 19h30, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias a procédé ce lundi à la distribution du nouveau code de déontologie et d'éthique porté par la 9e mandature de l'institution. Ce document actualisé vise à renforcer les bonnes pratiques journalistiques. Invité ce dimanche sur le plateau de l'émission Zone Franche de Canal 3, Janvier Yahweh-Denou, coordonnateur du Collège des ministres conseillers, a abordé plusieurs questions politiques. Retour sur ces déclarations dans un instant. Et puis, hors du Bénin, plusieurs milliers de militants se sont rassemblés à l'appel du PDCI et du PPACI dans les rues d'Abidjan pour protester contre la candidature du président Alassane Ouattara pour la présidentielle du 25 octobre. Comme annoncé en titre, la 9e mandature de l'ODEM a procédé ce lundi à la distribution officielle du nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias. La cérémonie s'est tenue à la Maison des médias à Cotonou en présence de plusieurs acteurs du paysage médiatique et d'invités. Ce code révisé constitue un outil destiné à guider les journalistes dans l'exercice de leur métier, dans le respect des principes éthiques fondamentaux. Reportage Romaric Dossa et Bernardin Bongo. La presse béninoise dispose désormais d'un code de déontologie et d'éthique actualisé répondant aux réalités du moment. C'est un document constitué de 33 articles, de 25 devoirs, de 8 droits, de glossaires et 12 directives. Il rappelle l'importance pour le journaliste de publier des informations vraies en ligne comme de façon classique, mais aussi de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour fabriquer de l'information ou manipuler les contenus médiatiques. Dans le cadre des élections générales prochaines, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin, ODEM, a une fois encore, à travers cette séance, fixé les hommes des médias sur leurs responsabilités. Nous avons pensé qu'il était utile de partager à chacun ce qui est notre brevière, ce qui est un peu comme notre boussole, ce document qui va guider nos pratiques, nos reportages pendant toutes ces périodes et après. Le code, c'est le métier, et donc vous ne pouvez pas faire le métier en dehors de la déontologie. Et donc, nous sensibilisons et nous exhortons les médias à véritablement aller dans le respect de ce code parce que ça va non seulement nous protéger, mais également ça va nous permettre de gagner en crédibilité, en grande crédibilité, de servir vraiment notre nation en qualité. Mon message, c'est qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et donc, il faut fondamentalement que nous, acteurs des médias, nous puissions prendre toute notre responsabilité sociale à cœur, produire des informations de qualité sans parti pris et servir vraiment l'intérêt commun, l'intérêt public, l'intérêt général. La nouveauté, comme je l'ai dit, c'est l'adresse de la question de l'intelligence artificielle, c'est l'adresse de la question du journalisme en ligne, c'est le monitoring donc des réseaux sociaux, etc. Donc voilà un peu tous les éléments nouveaux qui sont dans ce code. Le document a été réalisé avec l'appui du projet Média B, cofinancé par l'Union européenne et WeWorld. Pour les partenaires, c'est un guide à portée de main. Ça a produit un document, mais qui, selon moi, ne doit pas être uniquement un document, mais doit être vous servir de guide. Et lorsque j'entends aussi de ces phases de monitoring, ça doit être un document vivant qui va permettre aussi de toujours aller rechercher à avoir cette responsabilité sociale sans tomber dans les pièges que vous avez évoqués, qui sont des pièges que les journalistes du monde entier dans lesquels peuvent tomber et sur lesquels il faut être toujours vigilant. Donc je vois ce document comme une boussole, mais aussi comme un document qui doit être vivant et qui, j'espère, pourra être révisé au fil du temps, toujours dans un esprit de collaboration, d'échange et de dialogue, comme ça a été le cas. Une chose est d'avoir le code actualisé, l'autre chose est de mieux appréhender son contenu pour faire de la presse béninoise une presse responsable au service du développement. En réponse à certains manquements observés dans le paysage médiatique béninois, l'Observatoire de déontologie et d'éthique des médias a décidé d'intervenir notamment au sujet de plusieurs articles du journal Le Béninois libéré ainsi que de l'affaire impliquant Angela Péja et la justice. Suivant.
L'ODEM condamne les écrits calomnieux, injurieux, diffamatoires et attentatoires à la cohésion nationale et régionale diffusés par le quotidien Le Béninois Libéré. Les faits. Dans une série de productions journalistiques, le quotidien Le Béninois Libéré diffuse successivement sur toutes ses plateformes, journal imprimé, presse en ligne et web télé, les publications suivantes. Le 3 février 2025, le journal titre « Propos mal contrôlés à la présentation de vœux de ses militants. Les 4 péchés de Rumbegui. Pour qui roule finalement le PRD ressuscité ». Le 4 février 2025, propos malencontreux de Adrien Rumbegui, Banamassi décrypte le chantage de l'homme. Lire l'intégralité de l'interview du ministre conseiller. Au regard de tout ce qui précède, l'ODEM condamne le journal Le Béninois Libéré, les journalistes Aboubakar Takou et Akilou Yakoubou pour violation répétée des dispositions du code de déontologie et d'éthique des médias, notamment en ses articles 2, 4, 6, 10, 19 et 20. Ces articles rappellent la responsabilité sociale du journaliste, le respect de la vie privée et de la dignité des citoyens, le devoir de compétence, le refus de l'incitation à la haine raciale et ethnique, l'attachement à l'honneur professionnel. L'ODEM rappelle à tous les professionnels des médias que le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et les attitudes sont établies. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin de la circonspection. L'ODEM invite les journalistes Aboubakar Takou et Akilou Yakoubou du quotidien Le Béninois Libéré à respecter les règles éditées dans le Code d'éthique et de déontologie de la presse béninoise. L'ODEM note une bonne dizaine de publications sur la personne de Angela Kpeidja dans ce dossier sans qu'aucune ne prenne le soin d'interroger l'accusé ou son avocat. 3. L'ODEM constate que certaines publications ont tenté de faire passer le réquisitoire du ministère public comme un verdict définitif. Par ces motifs, l'ODEM dénonce et condamne un acharnement évident sur une consoeur dans une affaire dont le verdict n'est pas encore prononcé. En agissant tel qu'ils l'ont fait, les journalistes auteurs des publications parcellaires ont violé les articles 1, 2, 4, 6, 17, 19 et 20 du Code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin. Il importe de noter avec grande attention que la responsabilité sociale du journaliste l'oblige à publier uniquement les informations dont l'origine, la véracité et les attitudes sont établies. Encore plus lorsqu'il s'agit d'un confrère ou d'une consoeur qui partage les joies et peines du même métier. L'ODEM saisit cette opportunité pour inviter tous les professionnels des médias à respecter les règles éditées dans le Code de déontologie et de l'éthique des médias au Bénin. Dans un tout autre chapitre, à l'approche des élections générales de 2026, le climat politique s'intensifie. Invité ce dimanche sur le plateau de Canal 3, le coordonnateur du Collège des ministres conseillers, Janvier Yahweh-Denou, a évoqué plusieurs sujets. Voici un extrait de ses déclarations. Je vais vous dire, la meilleure porte de sortie pour les démocrates, c'est qu'une autre frange de ce groupe se constitue afin de redonner espoir avec d'autres arguments de campagne. Mais si c'est les mêmes que nous avons vus en 2023, revenir pour faire de nouvelles promesses, le peuple ne suivra pas. Ça, c'est... Le peuple ne suivra pas parce qu'ils sont disqualifiés. Notre opposition rêve en couleur.
Il rêve en couleur. L'opposition béninoise a commis plusieurs erreurs fatales. La première erreur de notre opposition, c'est le fait d'avoir choisi Yahya Boni comme président du parti Les Démocrates. Notre opposition a un déficit de stratégie. Un déficit de stratégie au nombre desquels le fait d'avoir choisi Yahya Boni et le fait de se laisser avoir par les difficultés circonstancielles, momentanées de gestion du pouvoir. Quand on dit au peuple béninois que la communication de Yahya Boni coûtait 2 milliards par an, il est choqué. Lorsqu'on dit donc à un jeune, au moment où il n'y a pas d'école, au moment où il n'y a pas d'eau dans les collines, au moment où on n'a pas d'hôpitaux, et que le pauvre meurt, et que les hommes riches de la gouvernance allaient se faire soigner en Europe, que la communication du gouvernement coûtait 2 milliards. Le fait de ne pas manger à sa faim, c'est depuis Yahya Boni. Ça a été aggravé par le scandale ICC Services. 200 milliards. 200 milliards, non pas du trésor, mais de l'épargne publique. Dilapidé, d'espolier. 200 milliards. Et cet argent, ça vient des poches des Béninois. Ceux-là, des trucs comme ça, un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Lorsque vous faites des recherches pour savoir comment ça s'est passé, le scandale Madoff. Mais il faut 20 ans, 30 ans pour que les gens puissent se retrouver. Donc les raisons des difficultés actuelles des Béninois, ce n'est pas seulement parce que le chef de l'État a mis l'accent sur une certaine pression pour nous obliger à nous développer. Ça vient aussi de notre passé. Il faut que les Béninois comprennent. Et on souffrait du temps de Yahya Boni, on souffrait, on mangeait difficilement, mais en plus le pays ne bougeait pas. Le chef de l'État a dit que même si on l'attachait sur la chaise présidentielle, qu'il n'en veut plus. Le président Patrice Talon a choisi d'être impopulaire. Il a dit à maintes reprises, il a choisi d'être impopulaire, mais son plan est clair. 2026, c'est un nouveau Bénin qui sera gouverné dans la même dynamique, mais autrement. Il a mis la pression maximale pour propulser le pays. Nous avons atteint un certain niveau aujourd'hui. 2026, la pression va baisser parce que le Bénin serait déjà sur les rails. Il n'est pas bête, il a son plan. 2026, le président de 2026 n'a presque plus rien à faire. Il suffit de marcher sur ses pas, baisser la pression pour que le Béninois respire, que le Béninois profite des 10 ans de ce qu'il a injecté lui-même, des 10 ans de sa sueur. Le Béninois commencera par rêver, par sourire. C'est le plan du chef de l'État. Donc, 2026, ça va être, les Béninois seront beaucoup plus heureux. C'est maintenant qu'ils vont profiter. Si vous ne savez pas faire, le président Talon serait sa retraite et les Béninois chercheront à le prier de venir au pouvoir. Parce que c'est maintenant qu'ils vont constater que ce monsieur nous a rendu un grand service, avait rendu un grand service pour notre pays. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières. Ils étaient plusieurs à répondu ce samedi à Abidjan à l'appel de l'opposition ivoirienne pour dénoncer la candidature à un 4e mandat pour la magistrature suprême du président Alassane Ouattara. Ils réclament la réinscription sur la liste électorale de plusieurs dirigeants d'opposition pour la présidentielle du 25 octobre. Le reportage.
Ce samedi, des milliers d'Ivoiriens se sont rassemblés pacifiquement à Abidjan pour dénoncer la candidature à un 4e mandat du président sortant Alassane Ouattara et réclamer la réinscription des principaux leaders de l'opposition sur les listes électorales en vue de la présidentielle du 25 octobre. Tidjane Thiam a été disqualifié pour des raisons liées à sa double nationalité, tandis que Laurent Gbagbo fait face à une condamnation pénale. On ne veut pas 4e mandat, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas 4e mandat et qu'on révise la liste électorale, c'est ce qu'on demande. Et qu'on mette les noms de tous les candidats et qu'on va aux élections pour la paix. C'est tout ce qu'on veut. Président depuis 2011, Alassane Ouattara brigue un 4e mandat validé par le Conseil constitutionnel qui estime que la Constitution de 2016 a réinitialisé le décompte des mandats, une décision contestée par ses opposants. Nous réclamons une révision de la liste électorale. Nous réclamons une réinsertion des leaders politiques sur la liste électorale. Nous réclamons une réforme de la CEI. Nous réclamons une RLE en 2025. C'est tous ces griefs-là que le pouvoir ne réagit pas. Donc nous sommes sortis pour demander au pouvoir de reconsidérer sa position. Cette mobilisation intervient alors que la commission électorale a refusé la candidature de personnalités emblématiques comme l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ex-directeur général du Crédit Suisse Tidjane Thiam ainsi que d'autres dirigeants. Il faut venir en discuter. Soro doit rentrer. Gbagbo est là. Thiam est là. Le goûter. Tout le monde en parler. Et puis on va avancer. Évitons le sang. Parce que le sang n'est pas bon. Cette manifestation pacifique marque une étape importante dans la contestation d'un scrutin qui s'annonce sous haute tension. Et puis en Afrique centrale, plus précisément au Tchad, Sucé Masra, ancien Premier ministre et chef du principal parti d'opposition, a été condamné à 20 ans de prison. Il a été reconnu coupable de diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe et de complicité de meurtre dans le cadre du drame de Mandakao où 42 personnes ont été tuées en mai dans un conflit intercommunautaire. Suivant. Au Tchad, l'ancien Premier ministre et leader de l'opposition Sucé Masra a été condamné à 20 ans de prison ferme et à 1 milliard de francs CFA d'amende. Le tribunal de N'Djamena l'a reconnu coupable de propagation de messages à caractère haineux et xénophobe ainsi que de complicité de meurtre dans le cadre du massacre de Mandakao survenu en mai dernier et ayant causé la mort de 42 personnes. Arrêté le 16 mai, Masra nie tous les faits, tandis que le gouvernement affirme que la justice a agi en toute indépendance. Bouleversés, des membres de son parti Les Transformateurs se sont rassemblés pour exprimer leur indignation. La présidence intérimaire du mouvement a été confiée à Bedoumra Kordje. Le verdict concerne également 64 autres accusés, condamnés eux aussi à 20 ans de prison ferme. Pour l'opposition, cette affaire illustre un schéma récurrent, l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire pour écarter un adversaire politique. Les avocats de l'État saluent de leur côté une décision juste et impartiale. Du côté asiatique du globe, face à la spirale de violence qui continue dans le pays caribéen, le pape Léon XIV a exprimé sa profonde tristesse face à la situation en Haïti. Le Saint-Père a lancé un appel pressant aux responsables pour la libération immédiate des otages et a exhorté la communauté internationale à fournir un soutien concret afin de créer des conditions sociales et institutionnelles permettant aux Haïtiens de vivre en paix. Le reportage. Après la prière de l'Angélus, ce dimanche, le pape Léon XIV a interpellé la communauté internationale sur la situation sécuritaire en Haïti, marquée par des meurtres, enlèvements et exils forcés. Il a exhorté à la libération immédiate des otages et appelé les nations du monde à apporter un soutien concret pour rétablir des conditions de paix durables dans le pays. La situation du peuple haïtien est de plus en plus désespérée. On signale des meurtres, des violences de toutes sortes, des trafics d'êtres humains, des exils forcés et des enlèvements. Je lance un appel sincère à tous les responsables pour que les otages soient immédiatement libérés et je demande le soutien concret de la communauté internationale pour créer les conditions sociales et institutionnelles qui permettront aux Haïtiens de vivre en paix. En Haïti, le gouvernement a décrété un état d'urgence de 3 mois dans la région centrale, grenier à riz du pays, en proie à la violence accrue des gangs. Selon l'ONU, plus de 239 000 personnes y ont été déplacées ces dernières années.
L'Australie suit les traces de la France, du Royaume-Uni et du Canada dans un contexte de pression internationale accrue sur Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza. L'Australie reconnaîtra officiellement l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, a annoncé ce lundi le Premier ministre Anthony Albanese. C'est après moi. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré lundi que son pays reconnaîtrait officiellement un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies prévue en septembre. C'est l'occasion d'assurer l'autodétermination du peuple palestinien de manière à isoler le Hamas, à le désarmer et à l'évincer de la région une bonne fois pour toutes. La communauté internationale agit pour la création d'un État palestinien et s'oppose aux actions qui compromettent la solution à deux États. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou étend rapidement les colonies illégales. La violence des colons en Cisjordanie s'est accrue. Il y a des menaces d'annexion des territoires palestiniens occupés et d'exil forcé et permanent du peuple palestinien. Ces actions, conjuguées à la catastrophe humanitaire à Gaza, risquent de rendre la solution à deux États inatteignable pour une génération. Cette annonce intervient dans un contexte de critique croissante au sein du gouvernement australien face aux souffrances et à la famine qui frappe Gaza. Anthony Albanese précise que cette reconnaissance s'accompagnera de conditions strictes, l'exclusion du Hamas d'un futur gouvernement palestinien, la démilitarisation de Gaza et la tenue d'élections. C'est sur cette actualité que s'arrête ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur Speedline TV.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.